Faire 2 millionnaires congolais reste un pari et un défi que le chef de l'État congolais s'était donné, s'était fixé comme objectif afin de rendre beaucoup plus dynamique le pays, mais également créer une classe moyenne. Pourtant, les entrepreneurs au sein de la République démocratique du Congo continuent à se plaindre plutôt de multiples difficultés auxquelles ils font face. Madame, Monsieur, nous allons balayer ces difficultés avec un invité. Il s'appelle Maître Samuel Kabongo Kanida. Je crois que j'ai bien prononcé les noms. Bonsoir et bienvenue sur le plateau des Mises au Point. Bonsoir, merci pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir. Merci d'avoir trouvé le temps. Je vous en prie de vous asseoir. Merci. Alors, il est vrai que nous allons aborder beaucoup de sujets au sein de cette émission parce que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes avocat, vous êtes entrepreneur, mais également un acteur politique. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est tout d'abord les difficultés que vous rencontrez dans le secteur de l'entrepreneuriat en tant qu'entrepreneur. Quelles sont les difficultés? Parce que vous vous êtes plaint. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques jours, nous avons diffusé ici une interview dans laquelle vous avez essayé de montrer les difficultés auxquelles vous faites face. Mais si vous pouvez le rappeler pour ceux qui vous suivent pour la première fois dans cette émission, je sais que ce n'est pas facile d'entreprendre en République démocratique du Congo. Mais vous qui vivez cette difficulté dans votre chair, quelles sont ces difficultés? Si on peut les entendre et penser à des solutions. Bon, la question n'est pas sur l'entrepreneur, parce que le monde de l'entrepreneuriat est un monde où on dit qu'il ne rien n'a rien. Il faut entrer pour pouvoir gagner. Donc tout le monde doit pouvoir s'essayer, oser au moins faire quelque chose dans la vie, c'est ce qui est idéal, c'est ce que nous souhaitons à tout le monde. Maintenant, la question, c'est la stabilité de l'entrepreneuriat qui doit se transformer en un investissement. C'est l'investissement qui pose problème. Avant d'y arriver, d'abord, les difficultés, c'est... Oui, tu peux entreprendre. Autant qu'aujourd'hui, M. Morgan peut vouloir faire une usine de cravates. C'est l'idée d'entreprendre en quelque chose. Ok, j'espère que c'est ma cravate qui vous inspire. Merci. Oui. Alors, en voulant faire l'usine de cravates, c'est l'idée entrepreneuriale que vous avez, mais il faut s'investir dedans. Absolument. Quand vous posez votre investissement, il y a des contraintes qui vont couvrir derrière vous, la fiscalité et la parafiscalité. Qui sont du tout légales. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Et que si dans votre besoin de faire de cravate, vous avez besoin de certaines matières premières que vous ne pouvez pas avoir sur le plan local, il faudra les importer. Quand vous importez, vous entrez dans la douane. Alors, le 3 ici que je cite, les impôts, la parafiscalité et la douane, quand ça arrive à prendre votre investissement, ça devient beaucoup plus lourd que la réalité. L'État... Pourtant, c'est par rapport à cela aussi que l'État fait des recettes. Oui, l'État a besoin de recettes. Ouais. Mais il ne faut pas que les recettes que l'État cherche deviennent impôt sur l'investissement parce que la RDC n'a un peu pouvoir d'achat. C'est anormal. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent sur les réseaux sociaux. On cherche même à faire des protestations. Le coût de Canal Sat à Kinshasa, le coût de Canal Sat ailleurs. Le coût de poisson qu'on appelle Thomson à Kinshasa, le prix de ces poissons ailleurs. Le prix de tel produit ici, le prix de la même chose ailleurs. Mais cette responsabilité vous incombe, vous les investisseurs qui aimeraient avoir beaucoup plus d'intérêt? Non, c'est parce que les taux applicables en RDC sont exorbitants. Et il y a un nombre impossible d'impôts, des taxes qu'on applique sur tout ça. Ça va augmenter la marge. Parce que, aujourd'hui, prenons, je vous donne un exemple. L'alcool qu'on fabrique localement en RDC, je prends cet exemple en deux volets. Le liqueur forte, qu'on appelle communément sur la capitale Guégué, à Guéné. Et les soupes natolo aussi. Non, soupe natolo, c'est complètement autre chose. C'est le n'importe quoi qu'on fabrique ici et là, à Kingabo, je ne sais, on a vu dernièrement... c'est qu'on vient d'interpeller. Dernièrement, on venait d'interpeller des gens sur ça. Par le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, c'est qu'on appelle communément à Guéné, dans nos villages... Notre vin indigène. Le vin indigène. Comme vous voulez l'appeler. Voilà. Super pour les Louba, à Guéné à l'Équateur, l'Otoko, ainsi de suite. C'est des boissons interdites, c'est prohibé.
Ce qui fait que si vous voulez prendre de l'alcool fort, il faudra prendre ce qui est importé. Mais quand vous importez par exemple une bouteille de whisky ici, le taux applicable est à plus de 100% de la valeur achetée et frétée et payée en assurance au moment de l'importation. C'est-à-dire si vous payez une bouteille à Paris pour l'amener à Kinshasa à 20 €, ici, jusqu'à ce que vous la fassiez entrer dans votre boutique, vous devez payer autour de 22-25 € sur la même valeur. Alors, ce qui fait que la boutique que j'ai achetée à 20, elle m'arrive déjà dans la boutique à 45. Je vais la vendre à combien? Personne ne saura l'acheter. J'aimerais ici que ceux qui nous suivent nous comprennent très bien. Parce que je fais de la douane, des impôts et autres que vous devez payer à l'État. Les gens auront, ceux qui n'ont pas bien compris, je vais faire ça en étude comparative. Ceux qui n'ont pas bien compris risquent de penser que vous dites que l'État doit suspendre des taxes pour que vous soyez exonéré. Non, je vais le faire. Il faut que ça soit fait à la mesure de votre taille d'investissement. Non, l'exonération n'est pas souhaitée. L'État doit faire des recettes. Non, je dis ceux qui comprennent mal le risque de penser que je vais vider cette explication sur le deuxième volet, parce que j'ai dit qu'il y a deux volets. Après, je fais l'étude comparative. Donc, si j'achète la même bouteille et qu'elle m'arrive ici dans ma boutique à 45 $, 45 €, le prix de vente devient impossible parce que la personne qui l'aurait acheté à Paris à 20 ne saura pas l'acheter ici à 45. À 45, quoi. Ça, c'est impossible. Pourtant, nous le faisons tous les jours. Voilà. J'arrive à comment on le fait et libre à qui pourrait suivre derrière. Vous prenez par exemple la boisson légalement fabriquée à Kinshasa par nos brassicoles. Quand vous achetez par exemple, sans faire la publicité, une bouteille de coca, une canette de coca sortie légalement d'Embralima sur le marché, elle te coûte plus cher qu'une bouteille achetée de Loufou à Kinshasa. Mais c'est ce qui est aussi contradictoire, on ne comprend pas que oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire quand la maman qui part à Loufou achète à Loufou, elle achète au prix applicable en Angola. Et quand elle les revend ici, ça revient toujours à un prix plus bas qu'en Angola. Au moins, par exemple, quand maman va à la fête, elles vont préférer payer les canettes venant de Loufou que celles qui sortent du supermarché. Parce que celles qui viennent de Loufou, en grande partie, c'est de la contrebande. Et la contrebande n'est pas ici. Non, pas la contrefaçon. Okay. La contrebande. La contrebande, ok, d'accord. C'est des produits légaux en Angola, vendus au prix en Angola. Mais quand on les achète au prix d'Angola, avec le transport et le frais connexe que la maman peut être appliqué, mais sans légalement payer la douane, elle fait arriver cette canette à Kinshasa un plus bas que la même canette sortie dans l'usine de Bralima. Donc là, il y a un problème. Le problème est que le prix d'une canette, puisqu'on parle de Coca-Cola pour ne pas multiplier les exemples, est standard dans le monde. Que tu l'achètes des États-Unis ou de Paris ou en Angola, ça doit être un prix standard parce que c'est des produits en franchise. Quand ça arrive au Congo et qu'on applique tout ce qu'on peut y appliquer, accises, impôts, parafiscalité, les prix changent. C'est ça le problème qu'on a au fait. L'État ne doit pas privilégier le fait de prendre gros sur un seul produit, mais il doit privilégier l'idée de baisser les taux de manière à pratiquer le standard mondial et diversifier les secteurs de productivité et les investissements vont suivre derrière. Parce que si sur le même produit, on y applique plusieurs taxes du même domaine, de la même nature, l'investissement ne va pas vivre. Sinon, l'investisseur aura obligation d'augmenter ses tarifs. Et l'augmentation des tarifs dans un pays qui n'a pas de pouvoir d'achat n'est pas correcte. Ouais. On doit faciliter la tâche, c'est que M. Morgan achète les mêmes produits à Kinshasa, il peut l'acheter à Brazzaville au même prix, il peut l'acheter au Gabon au même prix. Ce sont les standards qu'on applique partout dans le monde. Les différences ne doivent pas beaucoup être ressenties. Alors, comment on arrive à survivre dans ce domaine? Je vous ai parlé de Loufou. Si les produits entrent par là-bas, ils vont coûter cher ici. Ils vont coûter cher, oui. Ils vont coûter extrêmement cher, on ne saura même pas les acheter. On va rentrer vers Bralima. On les achète parce que c'est de la contrebande. Cette contrebande n'est pas qu'à Loufou, c'est tout ce que nous consommons au Congo. Mais pourtant ici ça se fait, mais on continue à vendre. Non, parce que si tous les, ça, on aimerait bien, si on commence à compter tous les produits importés qu'il y a sur le marché local, et on vérifie tous les produits du même domaine déclarés aux importations, ça va pas, ça va pas. Mais il y a quelques mois, le gouvernement avait opté pour des mesures
d'assouplissement sur des produits de consommation, des aliments par exemple, qui ne devraient plus payer certaines taxes à la douane. Pourtant, le prix continue à grimper. On peut exonérer le même produit à la douane, mais je vous cite 3 choses. On peut exonérer, c'est pourquoi je dis l'exonération n'est pas un problème. Le grand lot de fonds que doit gagner un État, ce n'est pas dans le déclaration douanière. L'État fait de l'argent sur les impôts, c'est des standards. Okay. Je peux avoir le même produit exonéré en douane, mais si la parafiscalité sur le marché, oui, en contrôle des gérades et tous les services qui viennent pour des gérades, s'applique sur toi, ça devient compliqué. Or, dans un contexte de la décentralisation, il y a le taxe et les impôts qu'on paie sur le plan national, il y a les impôts qu'on paie sur le plan provincial, il y a des taxes qu'on paye et sur le plan national, provincial et local. Okay. Donc, un investisseur qui se retrouve, par exemple, dans Gombe, il est possible qu'il paye des impôts et à la commune de Gombe, et à la DGRK pour la ville de Kinshasa, et à la DGRAD pour l'État central. Et ça arrive très souvent. Ce qui fait trop quand même. Voilà, ça arrive très souvent qu'il y ait chevauchement, même en contrôle, même en taxation. Mais est-ce que la question, cette question n'était pas résolue lorsqu'on a créé le guichet unique? Est-ce que certaines taxes devraient continuer à être dispersées de cette façon-là? Non, pour l'instant, on a 2 guichets uniques. Bon, on dirait mieux qu'on a 3 guichets uniques parce qu'un guichet unique qui est précédé, c'était le guichet unique de services parafiscaux, qui est la DGRAD. Mais il y a 2 guichets uniques qui se sont ajoutés. C'est le guichet unique en création d'entreprise qui, lui, n'a aucun problème. Lui, ne s'arrête qu'au moment de la création d'entreprise. Okay. Après, il ne vous suit pas. Il ne vous suit pas, ouais. Mais il y a un deuxième guichet unique, c'est le guichet unique en douane, qui, lui, ne s'arrête qu'au moment de la perception de frais de douane et il ne vous suit pas après. Après, vous devez vivre avec la DGI et la DGRAD. Maintenant, l'intérêt... Donc, c'est sur ce point-là où on n'a pas encore fait ces mixages pour que... Non, on n'a même pas besoin de faire ces mixages, mais on doit réduire le nombre de taxes. Et on doit réduire le somme à percevoir sur les taxes. Le réduire, le rendre, par exemple, une au lieu que ça soit plusieurs et voir aussi, revoir le coût. Éviter qu'il y ait pas... Je vous donne un exemple. Si vous êtes locataire chez une société, on va vous demander par la DGRK, avec insistance, qu'il faut payer l'impôt sur le revenu locatif. Or, la société paye déjà toutes les autres taxes et elle paye aussi les impôts. Donc, concrètement, sur ce point ici, puisqu'on taxe une matière, cette matière qu'on appelle le revenu locatif serait 2 fois taxée. Okay. Ce qui n'est pas correct. Alors, à ce point, parce qu'on ne peut pas non plus demander à l'État d'arrêter de vous taxer. Non, non, c'est qu'il faut réguler de manière à faciliter les standards. Mais est-ce que même, quand bien même on va faire cette régulation, est-ce que ça ne sera pas toujours de plainte? Parce qu'il y a ici plusieurs niveaux. Les entrepreneurs sont à échelons différents. Vous ne serez pas au même niveau que Bralima ou que je ne sais qui d'autre, pour ne pas citer les noms de plusieurs personnes ici. Mais est-ce que même si on arrive à accéder à votre demande, est-ce que ça ne sera toujours pas coûteux pour les autres? Non. Ou vous voulez que ça soit que ça soit classifié? Je ne formule même pas une demande dans ce sens, mais je dégage un constat. Bah oui, mais c'est en même temps c'est pourquoi un plaidoyer si vous voulez. J'aimerais même mieux illustrer. Ouais. S'il y a des entreprises qui survivent au Congo, ça, rassurez-vous, ce soit du fait de la fraude, soit par l'exigence du marché parallèle qui est informel. Mais c'est là aussi où vous êtes pointé du doigt, vous, entrepreneurs. Non. Surtout avec cette histoire de prête, non, heureusement qu'on va en arriver. Non, le marché parallèle informel, c'est lequel? Tous les produits qu'utiliseraient par exemple les usines qui sont ici à Kinshasa, légalement établies, c'est des produits de matières premières qui ne viennent pas de marchés déclarés formellement. C'est des agriculteurs qui ne sont pas recensés, c'est des produits fournis par des tiers non entrepreneurs, mais qui font un business qu'on appelle informel. Eux, ils se retrouvent, mais n'ont pas beaucoup d'obligations vis-à-vis de l'État. Peut-être leur seule obligation. Comme cette illustration, je me rappelle encore de ces spots avec Papa Jean qui vendait ses poissons à un blanc qui allait y vendre dans son restaurant. Voilà.
Donc, c'est-à-dire, le papa Jean, s'il vend à ces blancs-là avec toutes les contraintes fiscales, parafiscales et douanières, le poisson va grimper. Va grimper, ouais. Mais puisque lui, il pêche et il ne fait que vendre, sans passer par tout le contrôle de l'État, il les vend à un prix Donc, c'est l'État qui perd ici. L'État perd justement parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Si l'État diminue le taux et le nombre de taxes à appliquer, ça va permettre à ce que tout le commerce pourront être déclarés et l'État pourra percevoir sur un grand nombre, mais en petits montants, que de grands montants sur un petit nombre. Sur un petit nombre, ok, d'accord. Alors, il y a cette cacophonie entretenue par vous-même, entrepreneur, avec le système des prête-noms. Vous êtes en train aujourd'hui de couvrir des étrangers, mais plus tard, vous vous rendez compte que c'est vous, en réalité, qui êtes perdant dans cette pratique. Aujourd'hui, avec cette histoire de prête-nom, on a mis fin à cette histoire. Pourtant, il y a toujours des Congolais qui sont derrière ça pour se faire de l'argent. La question de prête-nom, ce n'est pas une question entrepreneuriale. Je ne partage même pas ça, puisque je ne connais même pas tout ça se fait, comment ça se fait. La question, elle est que l'État ne suit que les entreprises créées et qui font des déclarations. Point barre. Que cette entreprise soit financée par Morgan ou par... Mais ça fragilise aussi les nationaux parce que face à la concurrence, vous ne saurez pas tenir. Que cette entreprise soit financée par tel ou tel, ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'à partir du moment où l'entreprise vit, il faut garantir sa survie. Okay. L'entreprise doit survivre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les étrangers, s'ils font ça, moi, je trouve ça désolé parce que l'État congolais, par notre système légal, il n'y a aucune discrimination entre un investissement étranger et un investissement national. Tous sont taxés, imposés de la même manière. Non, donc, mais il doit y avoir une différence parce qu'entre un national plutôt... L'État a besoin des investissements et non de qui a investi. Qui a investi n'est important que pour se rassurer qu'il n'y a pas blanchiment de capitaux, il n'y a pas financement du terrorisme. Tant que deux sont écartés, qui a investi, ce n'est plus important. Nous sommes dans un monde où il y a des sociétés qui se font sans connaître qui les ont faites. Pourtant, certains de vos collègues entrepreneurs plaident pour un traitement des faveurs, si on peut appeler ça comme ça, envers les nationaux, pour encourager, question d'encourager les nationaux. Parce que c'est pratiquement une inadéquation lorsqu'on est pris de la même façon, ou considéré de la même façon, ou sur le même pied d'égalité. Avec les étrangers qui, par moment, apportent un peu plus de capitaux. Il faut différencier le fonds de soutien aux investissements de l'État et les investissements qui existent. Si vous voulez que l'État appuie les nationaux, c'est par des fonds de soutien. Ce n'est pas des financements. Ce n'est pas des caisses d'appui. Ça, c'est complètement autre chose. Mais quand l'investissement est créé, même financé par l'État, c'est pourquoi je dis qui a financé. Cela importe peu à partir du moment où l'entreprise existe. Il faudrait garantir la survie de l'entreprise parce que si ces fonds ont été obtenus en crédit, il faudra les rembourser. Si ces fonds viennent sur financement propre, il faudra aussi rembourser l'investissement. L'investissement, oui. Okay? Alors, quand l'investissement est créé, prenons que votre chaîne existe, il faut que cette chaîne arrive à survivre. Il ne faut pas que ça s'estompe. Ça, c'est voilà. Parce que nous sommes en train d'éclore cette question. Le chef de l'État s'était fixé une mission de créer des millionnaires congolais. Et regardez tout ce que vous évoquez ici. J'ai reçu d'autres entrepreneurs ici bien avant vous. Il y en a qui ont plaidé pour que le secteur soit un peu plus souple en faveur des Congolais, selon eux. C'est un vœu. Voilà. C'est un vœu parce qu'ils estiment que les Congolais n'ont pas assez de moyens ou le même moyen que ceux qui viennent de l'étranger. Parce que vous allez peut-être faire face à un étranger qui a un capital estimé à plusieurs milliards de dollars, pendant que vous êtes encore en train de vous battre un peu avec des maigres moyens. Alors, ils estiment que ces paris peuvent être possibles si l'État s'implique. Alors, cette implication, vous avez parlé du fonds d'appui aux investissements, c'est ça? Par exemple. Alors, ces fonds, vous pensez comment est-ce que vous l'imaginez? Est-ce qu'il est déjà créé ou vous pensez qu'il doit être créé? Et s'il doit être créé, ça doit fonctionner comment? Je serais peut-être... Surtout quand on sait que beaucoup ne sont pas
crédible. On a une mauvaise expérience avec le FPI ici qui peine à récolter ou à retrouver ce qui lui est dû. Non, mais le FPI, je n'aimerais pas aborder fortement cette question. Le FPI a financé les mauvaises personnes. Mais comment savoir que c'est une bonne personne lorsque vous présentez avec toutes les preuves qu'il y a par que le vous êtes FPI, investisseur? On sait dès les débuts que c'est des mauvaises personnes. Ah bon? J'aimerais pas citer leur nom. Alors, pour ne pas retomber dans cette même bêtise. J'aimerais pas citer leur nom, mais quand le FPI finance le père ou l'oncle d'un dignitaire, voilà, on sait déjà que c'est une mauvaise personne. Voilà. Donc, parce que c'est des pratiques réputées congolaises, parce qu'on en a Oui, l'expérience. mais j'en arrive. Comment faire maintenant pour épargner les fonds d'investissement? Ce qu'il faut faire, c'est de garantir la survie des investissements. Garantir? On Oui. veut bien garantir. Mais maintenant, pour que les fonds survivent et qu'il échappe à ces Je vais répondre à votre question. Ce qu'il faut faire, c'est de garantir la survie des investissements. Quand le FPI finance le père ou le frère ou le beau-père d'un dignitaire, on sait que cet investissement n'existera jamais. Comment on peut garantir la survie de ce qui n'existe même pas? Il faut d'abord que ça vive. Si par exemple, il est question de financer les investissements, ça se fait un peu partout dans le monde. Il y a toujours des fonds d'appui aux investissements nationaux, partout dans le monde. Mais ici, ça n'existe pas? Ça existe déjà. J'ai appris tout récemment qu'on a créé une institution justement pour ça. Je n'ai pas le nom en tête, mais je sais qu'il y a une institution qui a été créée pour financer les investissements à hauteur de jusqu'autour de 5 000 ou 10 000 dollars. Et puis ça va aller progressivement. Okay, l'intérêt, c'est lequel? Oui, l'intérêt, c'est lequel? Pourquoi je suis sur la survie de l'investissement? Quand vous avez financé un premier investissement et que par la suite, l'entreprise est créée, on a forcé l'entreprise à survivre, à rester pérenne, cette entreprise devient un gain pour l'État et l'entreprise va faciliter à ce qu'un autre aussi vienne aussi entreprendre et son entreprise aussi va continuer. On doit plutôt additionner, multiplier et non soustraire ou diviser. Ouais. Il faut garantir la survie de ce qui existe déjà. Pour garantir la survie de ce qui existe, on doit corriger notre système de déclaration d'imposition et de parafiscalité. Comment corriger? Parce que là, je ne suis pas. Réduire le taux des impositions, le taux de taxes, de manière à ce qu'une entreprise ait beaucoup d'air pour survivre. C'est comme je vous ai donné l'exemple. Si on contrôle la maman qui achète le canette de Loufou, de la même manière qu'on contrôle Bralima, cette maman ne pourra pas amener ça ici. Cette canette à ces ça va être impossible. Ouais, ça, je crois, on a compris. Voilà. Mais la grande question... Maintenant, allons étudier qu'est-ce que cette maman paye pour survivre dans son commerce. Si quelqu'un est déjà autonome, essayons que cette personne autonome le reste de manière à ce qu'une autre s'ajoute de manière autonome. Si on tue la première autonomie, il n'y aura pas une deuxième autonomie, ça va être la délinquance ça va être la délinquance qui va recevoir cette personne. C'est pourquoi on parle de Koulouna. Si on facilite la tâche à tout le monde d'investir, de payer aisément ses impôts et taxes, il y aura des investissements. Et pour ça, on n'a même pas besoin d'un financement. Parce que déjà, chaque jour, le Congolais travaille. Même par sa cabine, il travaille. Voilà. Le seul jour où on viendra contrôler sérieusement cette cabine, elle va mourir. Okay. Or, on peut venir percevoir sur cette cabine de façon à ne pas la tuer. C'est tout ce que j'ai dit. C'est ce que vous suggérez, voilà. L'État a beaucoup favorisé l'informel et il n'a pas permis l'entrepreneuriat légal. On doit plutôt faciliter à ce que ces informels deviennent formels, mais qu'ils survivent autant qu'ils le sont déjà. Mais attendez, là ceux qui vous suivent risquent de se révolter. Quand vous demandez à ce qu'on applique des taxes sur des cabines, par exemple... Non, l'État doit appliquer ces taxes et impôts sur tout le monde. Donc voilà. Mais il ne faut pas qu'en venant les appliquer, vous tuez cet investissement. Déjà, qui peut payer les taxes? Tout le monde. Il y a même des impôts personnels. Personnels, voilà. Ouais. Mais pour les entrepreneurs, pour quelqu'un qui a sa cabine, par exemple, qui a à peine $100 de fonds de commerce. Et c'est là où j'ai demandé, est-ce que ces taxes doivent être classifiées ou c'est au même titre que tout le monde doit payer? C'est ce que je suis en train de dire. Notre législation des affaires vient de l'OHADA.
L'OHADA initialement voulu que pour créer une société de personnes qu'on appelle par exemple une SARL, société à responsabilité limitée. Limité, voilà. Le capital minimum, l'équivalent en francs congolais, ça doit être autour de 2000, mais c'est 10 millions de francs CFA. OK? Francs congolais. Ouais. Francs CFA, parce que la monnaie utilisée dans l'OHADA et les CFA, c'est une législation qui nous vient de la zone CFA initialement. Mais l'État congolais ayant compris que ça va être un problème ici, on a pris un autre acte qui allège ses capitales ici parce que l'acte uniforme qui institue ça permet à ce que chaque État puisse avoir la liberté de réguler en interne. Ici, l'État a voulu qu'on crée sa société jusqu'à 100 $. Maintenant, on doit se demander, si j'ai permis à ce que quelqu'un paye une société jusqu'à 100 $, comment la société qui est créée à 100 $ pourra survivre avec le taxe et impôts qui sont déjà légaux? Maintenant, imaginez, vous me dites que je puisse créer ma société jusqu'à 100 $, mais rien que le fonds de création dépasse 100 $. C'est pas possible. Mais ce que vous allez payer au guichet unique pour créer votre société à capital à 100 $, c'est plus que 100 $. Donc, même si je constitue le capital de la société à 100 $, rien que le premier capital de la société ne pourra pas supporter les charges de création. C'est là où je comprends maintenant, c'est là où vous dites que l'État a favorisé l'informel. Il a favorisé l'informel. Donc là, du coup, on s'arrange, on trouve que c'est trop de démarches pour rien. Je vais aller gaspiller mon argent, autant faire quelque chose de manière informelle qui n'est pas régulière. Or, on devrait encourager la formalisation des entreprises. Donc, l'encouragement doit commencer par la création même de l'entreprise. Par la création. Prenez l'exemple parce que le fonds de la société sont distincts du patrimoine des apporteurs dans la société. Nous, on a la possibilité de créer une société au coût de 100 $. Donc, on a mis 100 $ dans la société. Mais pour payer le frais de création, c'est plus que le capital. C'est que n'importe qui ne ferait pas. Voilà. Ok, d'accord, maître. Mais la question vraiment qu'on aimerait vous poser pour comprendre, on a parlé ici du FPI, de l'expérience, la mauvaise expérience. Vous avez dit que le FPI a prêté à des mauvaises personnes. À de mauvaises personnes. Il y a des banques commerciales qui sont là, qui prêtent à des bonnes personnes, mais récupèrent toujours leur argent. Parce que vous savez que les banques appartiennent à des particuliers, à des individus. Mais comme vous, investisseurs, savez très bien que ce qui appartient à l'État peut être escroqué. Permettez-moi le terme parce que vous l'avez vous-même dit qu'on a prêté à de mauvaises personnes. Et ils savaient que c'était de mauvaises personnes. Pourquoi ne pas avoir cette même attitude? Non, mais quand il s'agit d'un fonds qui appartient à l'État et qui vient vous soutenir. Là maintenant, on serait en train de discuter de ma conception de la politique de l'administration de l'État. Ça, c'est complètement autre chose. Non, pour moi, vous êtes déjà, vous êtes entrepreneur, vous êtes un partenaire de l'État. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Voilà. Ma vision de la conception de l'État, moi, je plaiderais pour non seulement la libéralisation, mais un désengagement complet de l'État dans le domaine marchand. Parce que le FPI fonctionne dans un domaine marchand. À partir du moment où il finance avec pour objectif de recouvrer, donc le FPI fait le même travail que les banques. Que les banques, ouais. Alors, il faut mettre le FPI en compétition avec les banques. Comment? Mettez le FPI en compétition avec les banques. Si une banque survit, je ne comprends pas pourquoi le FPI, lui, ne peut pas survivre. Parce que le FPI tient contre vents et marées, non, il tient quand même. Parce que le FPI n'entre pas en compétition, mais le FPI veut vivre aux dépens de l'État. Okay. Il faut que l'État soit complètement désengagé. Et que le FPI aussi soit contrôlé comme les banques. Mais à partir du moment où vous donnez au FPI la facilité de percevoir des taxes sur deux entreprises, ce qu'on appelle la taxe pour la promotion de l'investissement, cela ne met déjà pas le FPI en compétition. Parce qu'ils vont savoir qu'en finançant les mauvaises personnes, on ne va pas recouvrer cet argent, mais on va toujours survivre par le fait qu'on a une taxe. Voilà, on a des taxes qui font. Ce n'est pas correct. Un deuxième exemple. Vous prenez l'INPP. C'est un institut de préparation professionnelle. Okay? Ouais. Mais la préparation professionnelle, c'est un enseignement, c'est une formation. Cette formation est payée. Quand vous dites à l'UNPP que vous pouvez percevoir une cotisation dans les entreprises, l'UNPP sait que même détournant l'argent de frais que
les étudiants appelons ça paye, voilà. on aura toujours des fonds d'une taxe. Oh là là. Vous voulez Donc, rendre... il faut les couper de, ces avantages. Voilà. Pour que... Lancer l'INPP dans la concurrence avec ceux qui fonctionnent. Parce que comment l'INPP doit vivre avec une cotisation patronale pendant que Auto-École CAMS, pour citer, et RECA ou je ne sais pas... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et survivent comment? Mais c'est avec le fonds des gens qui viennent étudier. Voilà. Mettez l'UNPP dans la même concurrence, ils vont s'auto-prendre en charge, ils vont survivre. C'est la même chose. L'université protestante au Congo, l'université catholique au Congo, tous les établissements d'enseignement supérieur privés survivent. Mais il y a toujours des grèves dans ce qui appartient à l'État. À l'État, voilà. Ce n'est pas correct. Parce que tout le monde, l'UNIKIN a plus d'étudiants que quiconque au Congo. Wow. Très bel si exemple, l'UNIKIN pèse 50 000 étudiants et que chaque étudiant ne paye que 100 $ l'année, ils peuvent survivre. Mais comment eux, ils ont des grèves, mais l'UPC qui à peine à 10 000 étudiants va survivre. Oh là là, ça c'est un grand dossier, ça peut entraîner beaucoup alors de chamboulements. C'est très intéressant. Soit l'État se désengage, soit les fonds payés qui n'aillent pas dans l'établissement, mais qui entrent dans une taxation. Nous allons tomber dans la privatisation. Non, ce n'est pas une privatisation. Ce n'est pas une privatisation. C'est un désengagement complet de l'État sur le plan financier, de manière à vous contraindre à aller dans la concurrence et survivre. Ok. Donc l'État doit arrêter d'être actionnaire. Non, l'État est actionnaire, mais quand je vous ai dit tout à l'heure que le fonds qu'on apporte à sa société, donc il doit couper tout simplement certains avantages. Sont distincts de mon patrimoine. Voilà. Quand une fois que l'État a pris le premier fonds, il l'a mis dans un établissement qui entre dans un secteur concurrentiel, que l'État sorte. Okay. Parce que ces fonds-là... Donc arrête de subventionner. Voilà. Tout, donc, voilà. Survivez. Très bien. En tout cas, c'est un dossier, j'espère bien que ceux qui nous suivent ont très bien compris et vous allez nous être d'une grande utilité prochainement. J'espère bien. Je crois qu'on doit aborder aussi d'autres questions. J'ai dit ici que vous étiez aussi politique. Je suis politique. Vous suivez de près la situation politique de notre pays. Nous allons commencer par cette histoire de la loi qui aujourd'hui divise, la loi Tiani. Aux États-Unis, nous allons prendre cet exemple. Par exemple, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être américain et naître sous les sols américains. C'est-à-dire que c'est leur façon de protéger certains postes de souveraineté ou régaliens. Mais pourquoi est-ce que cette loi énerve? Qu'est-ce qui choque ou qu'est-ce qui dérange dans cette loi ici? Vous savez, les exemples, on peut le prendre les gens. En lumière, je ne suis ni pour ni contre, mais ça ne me dérange pas cette loi. Ok. Pourtant, elle divise aujourd'hui, il y a même des menaces de sécession. Oui, j'arrive. Il n'y aura jamais sécession pour moi. Ceux qui en parlent, ils peuvent rêver, ils vont se réveiller à la fin. Le pur Katangais qui ont existé dans ces pays n'ont pas obtenu cette sécession. Ce n'est pas les demi-Dakar qui vont l'obtenir. En tout cas. Ça, on peut oublier. Vraiment. Alors, ce qui m'a intéressé dans ce débat, c'est la tournure que les gens ont collée à cette loi. Ok? Mais certains pensent que c'est une fixation. Pour moi, c'est un non-événement. Mais avant d'entrer dans le fond, j'aimerais poser cette question. Ceux qui pensent qu'ils ont le droit de faire cette politique ici au Congo, puisque eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont de père ou de mère congolais ou de père ou de mère non congolais, peut-il aller faire la même chose dans le pays de ces autres parents-là? On prend un exemple. Carrément, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas faire la même chose dans le pays des autres parents? C'est ce que je suis en train de dire. Je prends le cas comme on a fixé, je prends la personne fixée. Comme ils pensent qu'on a fixé. Non. Comme eux pensent qu'on les a fixés, bon, moi je les fixe. Moïse Katumbi. Intégralement de mère congolaise. Ok, merci. Nous sommes dans une communauté essentiellement patriarcale. Voilà. Son père est juif. Peut-il aller en Israël et faire la politique?
Et prétendre à la présidence. Non, non. Seulement c'est une question que beaucoup ne sont... Seulement faire la politique. Mais parce qu'il a choisi d'être... Non. Qu'il choisisse d'être juif, il ne fera jamais la politique en Israël. Pourquoi? Parce que la loi ne lui permettrait pas. Avez-vous déjà vu un homme politique noir en Israël? Ça, non. Un métis? Mais pourquoi il pense que c'est seulement ici où il a le droit? Ce qu'il veut faire dans le pays de sa mère, que Moïse Katumbi le fasse aussi dans le pays de son père. Okay. Ça, on serait d'accord. Mais qu'ils ne veulent pas absolument l'obtenir du pays de sa mère. Et quand le frère et sœur de sa mère disent qu'on ne devrait faire autrement, qu'ils ne s'acharnent pas, ça c'est une question qui nous concerne. Qu'ils nous laissent nous-mêmes dire non, on t'accepte. Mais qu'ils ne s'imposent pas l'acceptation. On n'entre pas chez quelqu'un de force. Je suis... Même ton frère ne peut pas entrer chez toi de force. Chez toi. Non, mais parce qu'il est chez lui. Il n'a pas besoin de demander. C'est ma maison, ce n'est pas ma maison conjointement avec mon frère. Moïse Katumbi, mon frère, ne peut pas venir s'imposer dans ma maison. Qu'il me laisse moi-même me concerter avec femme et enfants et dire, laissons le frère entrer. OK? Deuxièmement, nous sommes un pays à 100%, avec nos 450 ethnies recensées, que j'aimerais qu'on le vérifie. Nous sommes un pays à communauté ethnique et tribale homogène. Nous n'avons pas de mélange dans notre constitution, en tant que peuple. Je suis Luba, je suis Luba. Je suis Swahili, je suis Swahili. Je suis Mungala, Muyombe, Muyaka, Mungwandi, Mongo. Je le suis. Donc on n'a pas des Luba... non, on n'a pas. Mais non, un Luba faisant un enfant avec un Mongo, cet enfant reste dans l'homogénéité de notre constitution en tant que peuple national. Pour preuve, nous sommes sur de terres complètement partagées. Il y a un Mongo, un Tétéla, qui part de l'Équateur jusqu'au Maniema. En passant par le Kassai jusqu'au Maniema. Vous comprenez comment nous sommes étendus. Voilà. Le Mukongo, il part d'une province vers une autre. Maintenant, tous ces peuples ici, qu'on recense peut-être à 100 millions aujourd'hui, qui sont essentiellement congolais, puisque vous parlez des avantages qu'on doit avoir en investissement, quel est le privilège que j'ai à être congolais, de père et de mère? Donc c'est pour ça que vous voulez que cette loi soit votée, pour que vous soyez privilégié. À ce point-là, oui, dans mon pays, quel est le luxe que j'ai d'appartenir à ces pays pour pouvoir dire à celui qui n'appartient pas à ces pays que nous ne sommes pas le même? Ah mais ceux qui défendent ou qui sont contre cette loi estiment que nous sommes un pays où la diversité doit être mise en exergue au lieu d'exclure. Notre diversité, ségrégationniste. Non, notre diversité, je l'ai dit tout à l'heure, est dans une homogénéité ethnique. Et c'est ce qui fait la beauté de la RDC. C'est ça notre beauté au fait. Nous ne sommes pas un pays constitué comme la France, la Belgique, où par exemple le roi belge est d'origine allemande ou hollandaise. Vous voyez? Nous ne sommes pas dans cette situation. Mais cette loi énerve la Constitution dans la mesure où... Non, là c'est un débat de fond. Je vous ai dit, à votre émission ici, je vais répondre sur le plan de ce que les gens ont lancé en discussion. Des formes, Je suis congolais. Quel est le privilège que j'ai en tant que Congolais qu'un expatrié ne doit pas avoir? Voilà, c'est ça. Un enfant qui naît ne choisit pas où il naît. Mais ceux qui ont choisi d'être congolais... Quand ton père ou ta mère laisse aller les hasards de te laisser naître ailleurs qu'aux États-Unis, on te dit que celui qui a eu la chance de naître aux États-Unis est privilégié que toi. Est mieux que toi. Vous êtes tous américains intégralement, mais on te dit seulement que parce que tu as eu la malchance de naître à l'étranger, tu n'as pas le même droit que celui qui est aux États-Unis. Et ça, vous pensez que c'est moi ségrégationniste? Ceux qui sont contre cette loi prennent des exemples d'autres Congolais que vous appelez ici des Dakar, qui ont défendu mieux le pays. On a pris l'exemple de Mamadou Ndala, on prend l'exemple des Kengo Adondo, et j'en passe de meilleurs, qui ont fait, en tout cas, une exception, qui ont écrit positivement l'histoire de ces pays. On ne les a pas refusés. On les a et pas refusés. Et ils pensent que
le patriotisme n'est pas dans l'appartenance. Non, moi, je ne parle pas du patriotisme. Non, parce que c'est là où ils amènent un peu plus loin les J'aimerais débats. les rencontrer et répondre à leurs préoccupations. Je ne parle pas du patriotisme. Je parle du privilège que j'ai d'être congolais par rapport à cette autre personne qui n'est pas congolais. Vous pouvez tout faire, mais laissez-moi un privilège. Je repose la question. Nous sommes frères, nés de 2 mêmes parents. De père et de mère, nous sommes frères. Frère, voilà. Mais ici, c'est ma maison. Avons-nous le même droit? Non. Ok. Alors, parce que nous allons chuter. Pourquoi maintenant, ces frères ici veulent venir être le chef de ma maison? Ça, c'est un autre débat. Alors, mais il peut entrer, il peut manger, il peut mais séjourner. pas dormir dans votre chambre. Non, pas dormir dans ma chambre. Voilà. Que ces Surtout frères pas ici, avec votre femme. surtout pas. Que ces frères ici qu'on appelle Moïse Katumbi, Voilà. qu'il entre, qu'il devienne fasse tout ce gouverneur, qu'il veut, qu'il chef devienne de club ministre, et tout, qu'il voilà. devienne puissant homme d'affaires. Mais si la loi dit que pour la présidence, laisse ça. Mais mon frère, respecte, laisse. D'accord. Alors, l'Union Sacrée a fait sa sortie officielle. On a vu près de 300 partis politiques et des figures de proue de la politique congolaise. Et pas les moindres, on a vu Jean-Pierre Bemba, Modeste Bahati, Kamere et j'en passe. Tous se rangent derrière Félix Tshisekedi. Et après, on voit de l'autre côté, il y a Katumbi, Fayulu, Sesanga et Matata qui eux aussi décident de faire un bloc. Les élections s'annoncent rudes. Et vous pensez que dans cette configuration, nous aurons de l'autre côté, de ces côtés, ils se sont déjà décidés, il y a un candidat que tout le monde soutient, c'est Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, on estime, bon, Mouzito, lui, s'est détaché un peu des autres, parce qu'il ne fait plus partie de la Mouka. Je vais vous faciliter la tâche. Comment est-ce que vous voyez d'abord Je vais vous faciliter la tâche. la présidentielle? Aujourd'hui, c'est l'Union Sacrée. Voilà. Depuis 2020, depuis qu'on a commencé l'histoire de la CENI, avant Denis Kadima, il y avait Malonda. Malonda, oui. Les gens contestaient, même les gens du camp de mon bord politique, l'Union Sacrée ont contesté. Je vous répète la même chose. Même si c'est Joseph Kabila qui est président de la CENI, Tshisekedi va gagner. Et ça, il n'y a pas de débat. Ben, on dit qu'il est aussi, il est aujourd'hui opposé à son bilan. Oui, oui. Qui n'est C'est pas, ces bilans-là qui va faire gagner. Qui n'est pas du tout. C'est ces bilans qui va faire gagner. Je vais vous ajouter. Il y a la misère qui est en train de. Je vais même vous ajouter. D'atteindre le paroxysme. Et prenez même l'ancien dauphin Chadari Metele, président de la CENI, associé derrière une seule candidature, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Martin Fayulu, Adolphe Mouzito, et ceux que je n'ai pas cités. Même Denis Sessana. Votre conviction, parce que là, on vous sent très convaincu que Tshisekedi va gagner. Au moment où les dollars aujourd'hui, et 100 $, il faut 23 000. Et quand vous regardez le prix des biens sur le marché, c'est vraiment... Vous savez... les doubles. Je n'aurais pas dit les triples. Je veux peut-être vous choquer, mais c'est une insulte contre notre intelligence. OK? Mosé, au moment où il crée les francs congolais, un franc congolais équivalait à plus d'1 dollar américain. C'était pratiquement 1,1 dollar américain. Donc, quand vous avez 100 francs congolais, c'était 110 dollars américains. Nous sommes partis de 1 franc qui était à plus d'1 dollar à 1 franc qui n'existe plus avec qui? Le billet de 1 franc n'existe même plus. Avec qui? Et tu sais qu'il n'a pas pu le ramener. Attendez. Le 1 franc, le 100 francs n'existe même plus. 200 francs n'existent plus. Avec qui? Maintenant, non, je ne pleure pas. N'interprétez pas mal me dire. Non, mais parce que là, vous faites allusion à la gouvernance passée. Je suis en train de vous poser une base pour répondre. Okay. Ceux qui ont dilué cette monnaie jusqu'à arriver ici ne vont pas demander à ce que quand vous arrivez dans 5 ans, cliquez les doigts. OK? Mais, ce que vous ne maîtrisez pas, et quand on en parle, les gens ne font pas les liens. L'inflation qu'on a aujourd'hui, c'est les contrats chinois. Quand vous injectez dans le marché de fonds qui ne passent pas par le couloir de réception de fonds dans la caisse de l'État et le couloir de dépenses,
Vous voulez créer quoi après? Parce que la Banque centrale a, entre autres pour mission, le mission de la Banque centrale, c'est émettre la monnaie, la stabiliser, la contrôler sur le marché et suivre le flux de devises. Ceux qui ont géré les contrats chinois, où est-ce qu'ils ont fait entrer cet argent dans le compte du Trésor? Parce qu'on a le principe de l'unicité de la caisse publique. Ils veulent que l'inflation s'arrête, mais justement parce que leur monnaie concurrentielle, avec laquelle ils stabilisaient selon eux le taux, pendant qu'il y avait toujours inflation, ne s'est plus entré comme avant. Sans qu'ils le disent. Mais tous les Congolais savent qu'à l'époque des contrats chinois, les Chinois frappaient, comme Balbaka Kino, à frapper francs congolais, la Chine, Vraiment. ils ne savent plus le faire, c'est ça le problème qu'on a. Malheureusement. Mais le problème sera résolu, rassurez-vous. Malheureusement, maître, le temps nous est imparti. Il est Merci complètement fini. En tout cas, je vous dis encore une fois de plus, merci. Merci. D'être passé. Tout le plaisir est pour moi Notre d'être sur plateau votre reste donc disponible. Hein. À À tout tout moment. moment, je vous fixe rendez-vous parce que j'ai senti qu'on a encore des choses à se dire. Je suis Et disposé. ceux qui nous suivent restent encore impatients de vous revoir. Merci de nous avoir reçus dans vos maisons. On espère qu'à la prochaine invitation, on va se disposer pour un partage franc. Je vous Entre en- Congolais de père et de mère. Je vous en prie. Merci beaucoup. À vous tous qui nous avez suivis, c'était un plaisir de savoir que vous accordez toujours l'intérêt au magazine qui vous informe en détail, bien sûr. Je vous fixe rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Et le plaisir reste le même. Au revoir.